Monsieur le Président, chers collègues, avant-hier était célébré le 65e anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958, anniversaire également du Conseil constitutionnel, comme le faisait remarquer son président Laurent Fabius lors de la cérémonie officielle. Évoquant l'inscription de la Constitution de la Ve République dans notre histoire post-révolutionnaire, le président de la République souligna la filiation avec la Troisième République, non seulement dans la référence aux grandes lois de liberté, mais aussi dans la traduction de l'idéal républicain inscrivant, je cite, « dans la trame du pays, une école communale, un instituteur, un maire, un préfet, une poste, une gare ». Vous ne serez pas surpris dans cette enceinte qu'entendre le président de la République associer une gare à la dignité constitutionnelle ne retienne mon intérêt, tout autant d'ailleurs que l'instituteur, le maire ou le préfet. La gare. Non, je ne vais pas ici me faire l'écho des perturbations engendrées par les travaux dans le secteur de la gare, comme d'ailleurs dans les autres quartiers brestois. Notre opposition au choix du mode tramway pour renforcer le réseau des transports en commun était déjà justifiée par des arguments socio-économiques et environnementaux, mais les dégâts collatéraux sur les riverains et les visiteurs n'ont pas été pris en compte. Et votre désir, Monsieur le Président, d'inaugurer en 2026 conduit à un calendrier trop précipité dont les conséquences retombent sur la population. Alors j'ai vu avec intérêt que le vice-président en charge avait donné une bouffée d'oxygène avec une trêve des travaux pendant les vacances de Noël pour donner satisfaction aux commerçants. Une trêve, c'est toujours ça de prix, mais qui dit trêve dit qu'autrement c'est la guerre. Voilà. Je voulais plutôt, en réalité, revenir, comme d'autres collègues, comme vous-même, Monsieur le Président, sur la négociation du volet mobilité du contrat de plan, réitérant, comme lors de notre dernière séance du 23 juin dernier, mes traditionnelles objurgations pour une pointe bretonne à 3 heures de Paris par TGV. Alors, si l'on peut saluer, tout en n'étant pas entièrement satisfait, bien entendu, hein, mais si l'on peut saluer quand même la rallonge de 44 millions d'euros déjà annoncée par l'État, considérons que ce volet mobilité du CPER n'évoque que diplomatiquement, hein, vous avez parlé des études et on aimerait de l'opérationnel, oui, là-dessus aussi je vous rejoins, c'est vraiment une inscription diplomatique, là où nous avons à faire face à une infrastructure majeure d'intérêt national, et le CPER se concentre surtout sur les liaisons du quotidien qui, évidemment, ont aussi leur utilité. Mais cela pose toute la question de la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivité que les contrats de plan, bien sûr, ne peuvent pas modifier et qui ont l'intérêt de stabiliser les financements des projets contractualisés. C'est ce que le président de la République, dans cette même intervention au Conseil constitutionnel, a qualifié d'écheveau des compétences. Hein, souvent on dit millefeuille, bon ben voilà, il parle d'écheveau des compétences. Et reconnaissons qu'il a posé les bonnes questions. Je cite là encore, qui est responsable de quoi? Bon, quand et comment sont désignés les dits responsables? Ouais. Quel impôt concourt à quel service public? Bah oui. J'adhère, comme j'imagine beaucoup ici, à cet appel à la responsabilité, à plus de liberté et de clarté démocratique. Mais il faut reconnaître que les réformes entreprises sous sa présidence sont souvent allées en sens inverse, comme la suppression de la taxe d'habitation, réforme qui nous a fait nous rejoindre dans sa dénonciation, Monsieur le Président, en son temps. Il propose désormais d'ouvrir le chantier d'une nouvelle étape de la décentralisation, là encore, je cite, en coordination avec l'ensemble des forces politiques et les présidents des assemblées parlementaires. Alors le Sénat a joué pleinement son rôle constitutionnel
de représentation des collectivités territoriales de la République. Son groupe de travail sur la décentralisation a formulé nombre de propositions en ce sens. Le président Gérard Larcher, dont nous pouvons aussi saluer la réélection lundi dernier à la tête de la Haute Assemblée, a présidé lui-même ces travaux. Le secteur des mobilités illustre la déconnexion entre le champ géographique des besoins à satisfaire et les diverses autorités chargées des mobilités. La répartition initiale des compétences de la décentralisation par mode de transport n'a pas été fondamentalement clarifiée depuis 40 ans, même si la dernière loi 3DS là, veut apporter quelques clarifications à la marge. Et chacun, en réalité, de chercher à développer le mode qui lui était échu. Les régions se sont vues attribuer les transports ferroviaires de voyageurs. Ainsi, le grand bassin d'emploi rennais se voit offrir par la région, aidée par l'État, une desserte ferroviaire pour ses trajets du quotidien, ce qui laisse les moyens à la métropole rennaise, par ailleurs bien desservie par la LGV, de se doter de lignes de métro. Nous nous dotons de lignes de tram, mais nous n'avons toujours pas la LGV, et ce n'est que de façon un petit peu marginale là aussi que nos dessertes du quotidien se trouvent prises en compte. Comment retrouver la clarté démocratique et la bonne adéquation entre l'expression des besoins et leur prise en charge par la collectivité publique? L'actuelle législature paraît peu propice à une réponse législative d'ampleur. N'attendons pas pour introduire plus de clarté démocratique dans le fonctionnement de nos collectivités. Consulter les habitants directement concernés avant de décider. Informer des décisions avant de les mettre en application. Faire un retour d'information après une consultation. Voilà des pratiques simples qui n'attendent pas une réforme constitutionnelle. Je vous remercie.